Vue sur Terre part à la découverte des îles de la Sonde, en Indonésie, le pays aux 17 000 îles. C'est un territoire tourmenté d'eau, de montagnes et de volcans, où bat le pouls de cet archipel immense. Thomas vit sur l'île de Sumba, à l'est de l'Indonésie. C'est une île à part. On y pratique le culte des ancêtres. C'est la dernière civilisation mégalithique au monde. Les morts sont enterrés dans des dolmens, le lieu du repos éternel des habitants de Sumba. Madé est pêcheur sur la terre des dieux, l'île de Bali. La religion et l'océan sont les socles de sa vie. Il transmet à ses enfants sa passion de la nature, de la mer et des jukung, les pirogues traditionnelles indonésiennes. Alain vit à Java depuis 35 ans. Photographe animalier, sa vie a changé lorsqu'il a découvert les îles de la Sonde au milieu des années 70. Alain voulait vivre près des derniers rhinocéros de Java, dont il est un des ardents défenseurs. J'aime tellement cet endroit que j'aimerais bien y passer le reste de ma vie. Loin de la civilisation, loin des hommes, et en harmonie avec la nature. Je ne demande pas plus. Sumba fait partie des petites îles de la Sonde, à l'est de l'Indonésie. Des zones d'ombre planent encore sur les traditions ancestrales de ses habitants. L'histoire dit que les hommes ont débarqué à Sumba 2000 ans avant Jésus-Christ. Thomas vit à Waingapu, où expire le souffle des vagues de l'océan Indien. Il se prépare pour la cérémonie du Tarik Batu, le déplacement d'un bloc de pierre destiné au tombeau familial. Sumba est le dernier endroit au monde où les hommes édifient des tombes en forme de dolmen. C'est une culture mégalithique. À travers le culte des ancêtres, les vivants consacrent leur existence à honorer les morts. Après la mort, on sait que l'âme rejoint le marapu, le paradis des ancêtres. Cette tombe est très ancienne. Elle a plus de 1000 ans. Il y a très longtemps, le village se trouvait tout autour de ces tombes. Mais il y a eu l'érosion et un tsunami. Alors les gens ont dû déménager, le village est plus reculé maintenant. Avant ici, il n'y avait que de la forêt. Tout commence par des rituels, des sacrifices et des prières. Avant une cérémonie, il faut obtenir la protection des esprits. Dans le culte marapu, tout ce qui est visible possède son opposé invisible. Ce qui ne se voit pas, c'est l'âme des ancêtres. Elle est partout. C'est le traîneau sur lequel on va transporter la pierre tombale de ma famille. Je ne dois pas participer à la procession car c'est ma pierre. Ce sont les autres qui travaillent pour moi. Tout est prêt pour la cérémonie du Tarik Batu. Il reste simplement à finir le traîneau et ensuite on pourra monter la pierre au village. Depuis des siècles, l'âme des ancêtres et le mystère de leur tombeau
plane sur l'île de Sumba. Pour Thomas, tout va se jouer dans quelques jours. La plage de Waigniapu résonnera bientôt des cris de la foule et du maître de la cérémonie, Tareq Batu. À quelques mètres de la plage, voici la carrière où les hommes taillent la roche calcaire. La pierre servira de couvercle au tombeau familial de Thomas. Le clan des tailleurs est à l'œuvre depuis un mois déjà. La pierre est prête, mais il nous faut encore travailler très dur. On a besoin d'être fort parce que s'il nous manque la force, on n'arrivera à rien. Il faut qu'il y ait une volonté en chacun de nous pour réaliser la tâche qui nous attend. Dans les grandes maisons de Sumba séjournent les vivants et les morts. La tour peut mesurer jusqu'à 15 mètres de haut. Elle abrite le marapu, l'esprit des ancêtres. Le toit constitue une frontière entre le monde réel et irréel. Dans chaque clan, le marapu assure le lien cosmique entre Dieu et la communauté. Au sommet du toit, 2 bois sculptés symbolisent l'homme et la femme de la famille. Waigniapu, le village de Thomas, compte une trentaine de maisons et 250 tombeaux dolmens. Ici, l'âme des morts protège les vivants. Les maisons sont le lieu où on vit maintenant, alors que les tombes sont l'endroit où on ira après notre mort. Les tombes forment un arc de cercle au centre du village. C'est comme une chaîne. Les maisons et les tombes sont liées entre elles. La pierre que je vais amener ici sera un maillon de cette chaîne. Pour la célébration du Tareq Batu, une centaine de personnes est attendue. Elles viennent des villages alentours. La préparation de la cérémonie est très lourde pour moi. C'est un événement important. Son aboutissement est la fierté de la famille. De notre vivant, on prépare tout sur terre pour que la dernière demeure soit prête. Construire une tombe demande beaucoup de sacrifices. C'est notre dernier lieu de repos sur la terre. Bonjour. Je viens te voir pour être sûr que vous viendrez nous aider samedi. Thomas doit s'assurer que tout le monde sera bien présent le jour J. Il veut aussi annoncer que tout est fin prêt. En signe de reconnaissance, la tradition l'oblige à nourrir tous les participants et leurs familles durant 2 jours. La philosophie marapu repose sur l'équilibre du monde et de la vie. Entre ce qui se voit et l'imperceptible, la balance doit être parfaite, comme l'harmonie entre le soleil et la lune.
La manœuvre la plus délicate est le basculement de la pierre. Elle pèse 3 tonnes. Friable, la dalle peut se casser à tout moment. Tout s'est bien passé. Il n'y a pas eu de problème. C'est super. Maintenant, on va pouvoir tirer la pierre. Les cris de la maîtresse de cérémonie cristallisent l'énergie collective. Elle détient le savoir de sa culture ancestrale et transmet sa force spirituelle. La pierre a été hissée en dehors de la carrière et il faut désormais la positionner sur le traîneau de bois. Une première étape est franchie. L'attelage doit maintenant être tiré jusqu'au pied de la colline où se trouve le village de Thomas. Sumba est une île rebelle et insoumise. Les traditions y ont survécu plus qu'ailleurs. Les Iliens se sont toujours méfiés des incursions étrangères, commerçants arabes, marchands d'esclaves javanais ou colonisateurs hollandais. Sumba a l'esprit guerrier. Au milieu du XXe siècle, l'île était encore secouée par des guerres intestines entre clans de coupeurs de têtes. On s'arrête parce qu'on est au pied du village et il y a une montée. Mais une fois là-haut, on pourra se reposer. Et vous savez, la pierre est très lourde. Alors on attend un peu et on repart. Nous sommes tous très fiers. C'est un grand jour pour tout le monde. Au village,
La maison de Thomas est encore calme, mais toute la famille est au travail depuis plusieurs jours. Martha, sa femme, doit préparer des centaines de repas pour tous les invités. À Sumba, l'île la plus pauvre d'Indonésie, la construction d'une tombe est l'affaire d'une vie. Il y a plein de gens qui vont venir à la maison. Il faut que je fasse à manger pour tout le monde. Je prépare le riz et le cochon, le tabac, le café et la noix de Bethel. C'est notre tradition à Sumba. C'est la dernière étape. La pierre est enfin arrivée au centre du village. Elle va être hissée sur un échafaudage avant de glisser sur la tombe. La technique n'a pas évolué depuis des siècles. C'est le nombre qui fait la force. Voilà comment les hommes, de par le monde, bâtissent depuis des millénaires. C'est fini. Le travail est terminé. Tout le monde est content et moi aussi je suis heureux. Le transport de la pierre a été fatigant, mais on a atteint notre but. Ce sera l'endroit du repos pour ma famille et moi, à l'heure de notre mort. Sur les bords de l'océan Indien, Thomas porte désormais en lui cette force étrange qui le pousse vers le monde invisible des esprits. Bali est la terre des dieux. C'est la seule île hindouiste de tout l'archipel. Ici, rien ne doit se faire sans apaiser les esprits. On dit que ce volcan, le mont Agung, est le centre du monde. Il culmine à 3000 mètres d'altitude. Cette montagne sacrée est la demeure des dieux. La dernière éruption du mont Agung remonte aux années 60. Le réveil du volcan a coûté la vie à 1 millier de personnes et 100 000 autres ont dû être déplacés. Depuis toujours, les Balinais lui prêtent des pouvoirs magiques. La religion hindoue est le fondement de la société balinaise. Sur l'île, la spiritualité crée l'harmonie et tous les habitants sont unis par ce lien invisible et céleste. Madé a 35 ans. Il est pêcheur sur la côte nord de l'île. La mer et les montagnes sont l'étoffe de sa vie.
Avec sa famille, il est venu ici pour méditer et solliciter la clémence des esprits. Dans quelques jours, Madé démarre la saison de la pêche au mahi-mahi, la quête obstinée du poisson roi des tropiques, aussi rare que convoité. Kiri kanan, kulihat saja banyak pohon cemara. Avant de redescendre vers la mer, Madé s'arrête aider un ami propriétaire de cette rizière. À Bali, il existe un système d'entraide ancestrale qui permet à chacun d'aider la communauté. Depuis plus de 1000 ans, les Balinais façonnent ainsi le paysage de leur île. Les rizières de Bali sont parmi les plus belles de la planète. Tout le monde ici a un rôle. Les enfants, les femmes, les hommes, on s'entraide tous. On appelle cela le gotong royong. Tous les gens qui ont des rizières peuvent venir nous aider. Et on le fera aussi en retour. Quand on vient là, on se vide la tête. On est loin de l'agitation et du bruit de la ville. On oublie tout. On est vraiment bien. Melepas semua kepenatan yang ada di pikiran Anda. J'ai trouvé ma voie. J'ai appris plein de choses dans la vie. J'ai fait plein de métiers. J'espère que mes enfants pourront apprendre plus que moi je n'ai pu le faire. Qu'ils puissent être libres, qu'ils ne dépendent de personne. J'aimerais vraiment qu'ils soient debout, autonomes. Ce matin, Madé rend visite à son père. Il est venu chercher des bambous pour construire un mât pour la pirogue de ses enfants. Celui-là, il est bien. Pour le mât, ça devrait aller. Je veux que mes enfants fassent comme moi. C'est important qu'ils apprennent à naviguer, qu'ils aiment la mer et la pêche. Maintenant, je vais pouvoir fabriquer un mât avec ce bambou. Je préfère que les enfants naviguent à la voile. Ils aiment déjà ça. Et moi aussi, j'aime ça, le jukung. Ils viennent souvent pêcher avec moi. Ça fait 2 ans que je fais du bateau, que je vais en mer comme papa. J'ai envie d'être pêcheur. Il va encore en classe. Il ne passe pas tout son temps sur l'eau. Il ne faut pas qu'il laisse tomber l'école. Sa passion, Madé la transmet aujourd'hui à ses 3 enfants. Il leur a fabriqué un petit jukung, une pirogue longue de 3 mètres. On vient de terminer la voile. Wayne va pouvoir la tester. Ah, ils sont bien. Ils sont contents.
Après, ils vont pouvoir s'entraîner à pêcher, attraper du maquereau, de la dorade, toutes sortes de poissons. Ils vont pouvoir apprendre le métier de pêcheur, c'est super. Il y a plus de 2000 ans que ces pirogues indonésiennes sillonnent les îles de la Sonde, la mer de Banda ou des Moluques. Dans cet archipel immense, elles portent des noms différents, mais ce sont toujours des embarcations simples et performantes. Ces pirogues à double balancier sont à l'origine des premières migrations de peuplement de l'océan Indien vers l'Australie et le Pacifique. Dans cette région du monde, la construction de ces premières pirogues a été aussi importante que la découverte de la roue. À bord de leur jukung, les marins de Bali sont les héritiers d'une longue tradition maritime. Il y a plein de religions et une multitude d'ethnies en Indonésie. C'est une fierté pour nous. Quand on parle de notre pays ici, on dit Tanah Air Kita. De la terre jusqu'à l'eau, c'est notre patrie. Nous la travaillons, nous la façonnons et nous la protégeons. Il y a plein d'endroits sauvages et beaux. Il y a plein d'endroits où la nature est riche. Des lieux à découvrir, des lieux pour se reposer. Comme ici. C'est ça notre patrie, Tanah Air Kita. La terre et l'eau, c'est notre richesse. C'est bientôt la fin de la saison des pluies à Bali et le début de la pêche au mahi-mahi, la dorade coryphène. C'est le poisson convoité par Madé et tous les pêcheurs de l'île. Ce matin, les effluves de l'encens sont peut-être la promesse d'une pêche abondante. À la ligne ou au cerf-volant, Madé est capable de traquer le mahi-mahi pendant des heures. J'ai accroché un leurre en bout de ligne. C'est un calamar. On l'appelle le chumi-chumi. Avec le cerf-volant, le calamar va sauter à la surface de l'eau et ça va attirer les poissons. S'ils sont en chasse, ils vont essayer d'attraper le calamar. C'est pas facile de pêcher au cerf-volant. Si les gens n'apprennent pas sérieusement, ils n'arriveront jamais à pêcher avec ça. Hey, des dauphins! Le jukung est un bateau qui est fait en bois. C'est mon deuxième compagnon, juste après ma femme. Je m'amuse. Je gagne ma vie grâce à ce bateau. Et je vis avec lui. C'est moi qui l'ai construit de mes mains. C'est le fruit de mon travail et il est vital pour toute ma famille. Parfois, je passe des journées entières en mer. Il m'arrive aussi de passer la nuit à bord de mon jukung.
La pêche au mahi-mahi est un duel qui se gagne à la force des bras. Aujourd'hui, Madé a de la chance. Ce poisson est extraordinaire. On a bataillé ensemble pendant 15 minutes, mais il a fini par se rendre. Je vais le poser au fond du bateau et je vais essayer d'en attraper d'autres. C'est le deuxième. Dans mon fort intérieur, je me dis que j'ai eu beaucoup de chance. Je le sentais bien ce matin. Je me disais que j'allais avoir du poisson aujourd'hui, et ça s'est concrétisé. C'est un très bon poisson. Ici à Bali, on l'appelle tompek. La mer a été généreuse. Madé rentre avec 4 mahi-mahi. C'est pour lui une très bonne pêche. Ce matin, sur l'île des dieux, les esprits ont tenu leurs promesses. Voici le refuge d'un des animaux les plus mystérieux, le mammifère terrestre le plus rare de la planète. À l'ouest de l'île, le parc national d'Ujung Kulon est le sanctuaire des derniers rhinocéros de Java. En France, Alain était gardien de zoo dans les années 70. Mais quand on a 20 ans, il est difficile de résister à l'appel de l'aventure. Alain rêvait de vivre en forêt et de rencontrer les grands animaux sauvages de l'Asie. Mais ce n'est pas dans une cage qu'il voulait les voir vivre. Alors, un beau jour de 1975, il débarque en Indonésie et devient photographe animalier. J'espérais dans mes rêves d'enfant, mais je ne croyais pas que ça allait se réaliser. Parce que souvent, il y en a qui deviennent photographes, peut-être parce qu'ils ont les moyens et tout ça, que moi je suis vraiment parti de zéro. De gardien de zoo à ramasser les merdes de rhino le matin à être photographe, c'est quand même... j'estime avoir eu beaucoup de chance, quoi. Alain se dirige vers le cœur d'Ujung Kulon, cette péninsule qui se jette dans le détroit de la Sonde. Il est avec Saridja, son vieux complice. C'est un ancien garde forestier et un excellent guide. Ils se connaissent tous les deux depuis 30 ans. Ensemble, ils traquent les traces du roi de la forêt. Alain est un des rares photographes au monde à avoir immortalisé les rhinocéros de Java, une espèce menacée d'extinction.
Tous deux vont passer la nuit dans la base des gardes forestiers. Ils doivent retrouver une patrouille de rangers qui pistent eux aussi les rhinocéros. Bonjour, comment ça va? Bonjour, ça va? On voudrait aller à Siganter. On va aller par là, on va monter. Saridja connaît bien. Il y a beaucoup de rhinocéros dans cette zone, mais elle est très vaste. Je suis venu avec Saridja. Salut mon quai. Ah oui, je suis content de le revoir. Il m'a appris beaucoup de choses. C'est le meilleur. Les gardes du parc estiment qu'il reste aujourd'hui un peu plus de 50 rhinocéros. Ce nombre a augmenté ces dernières années. Il y a moins de braconnage et surtout, il y a eu des naissances. Chaque mois, les gardes viennent relever les caméras positionnées un peu partout dans la forêt. Là, il y a ce qu'on appelle un wallow, c'est un endroit où les rhinos viennent pour se baigner dans la boue, un peu se rouler un peu dans la boue, pour qu'ils se débarrassent de leurs parasites. Donc c'est un endroit régulièrement, s'ils passent une caméra, ils sont sûrs d'avoir quelque chose au moins une fois par mois, quoi. Avant, il n'y avait pas les caméras, donc on ne savait pas vraiment où ils étaient. Que maintenant, on a quand même une idée de l'endroit qu'ils s'occupent et c'est beaucoup plus facile pour essayer de les voir. Parce qu'eux, ils ne sont pas intéressés de les voir. C'est seulement avec les caméras que nous, on est intéressés de les avoir en face de nous. Ce qui est différent. C'est plus excitant, en fait. Ujung Kulon, c'est un endroit où j'ai toujours voulu aller pour essayer de photographier les rhinos de Java. Et au fil des années, je me suis attaché vraiment à cet endroit-là. Je me suis attaché aux gens, aux animaux, puis aussi aux rhinos, quoi. Parce que je me suis rendu compte que j'ai eu tellement de chance de pouvoir les voir et les photographier que c'était vraiment un privilège pour moi de faire partie de cet endroit-là, quoi. Quand je travaillais à Ujung Kulon, l'important pour moi, c'était de protéger les rhinocéros. C'est le dernier endroit d'Indonésie où on trouve encore des rhinocéros de Java. Ils sont protégés, c'est un sanctuaire et le monde entier nous regarde. Je les aime vraiment, ces animaux, et j'ai toujours eu peur qu'ils disparaissent. Ils sont dans mon esprit, j'y pense sans arrêt. Saridja, il a beaucoup d'expérience et il connaît tous les recoins de la forêt. Et c'est avec lui que j'ai le plus de chances de voir des animaux intéressants, quoi. Regarde, il y a des traces fraîches de rhinos. Elles n'ont pas plus de 3 jours. Il a plu, on ne les voit plus très bien. Elles partent dans cette direction. On va les suivre. Regarde, c'est une trace faite par la tête du rhino. Les rhinos sont des animaux qui sont inoffensifs, ils ne dérangent pas les humains. Et parce qu'ils ont la malchance d'avoir une corne qui vaut 2 fois le prix de l'or, eh bien, on les tue en Afrique, on les tue en Asie. Et ici, on a réussi à les maintenir, mais enfin, on ne sait jamais, un jour ou l'autre, s'il y a un retournement politique ou une instabilité quelconque, il se peut que quelqu'un vienne avec des fusils mitrailleurs et qu'il les tue tout d'un coup, quoi. On ne sait pas, hein. Ça peut arriver. C'est une seule petite communauté de rhinos, il y a que ça qui reste, et c'est facile à exterminer, hein. Le parc national n'est pas seulement le royaume du rhinocéros. C'est un sanctuaire pour toutes sortes d'animaux qui trouvent ici un refuge à l'abri des hommes.
Au fil des années, Alain est devenu un des plus ardents défenseurs du rhinocéros. Il a passé des années à explorer cette forêt. Aujourd'hui, il connaît mieux que personne Ujung Kulon. C'est vraiment un privilège de pouvoir être là, oui. Parce que j'ai quand même eu la chance de photographier les rhinos. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont pu faire ça, quoi. Donc je me sens vraiment privilégié. Et j'aimerais bien encore en voir quelques-uns. Le bateau est le seul moyen de s'approcher du territoire des rhinocéros. C'est à chaque fois une expédition. Alain et Saridja se dirigent maintenant vers l'embouchure de la rivière Sigenter, au milieu du parc. La rivière Sigenter permet de glisser en silence dans la jungle. Alain sait aussi que c'est un passage pour les rhinocéros. Ça pouvait être un rhino. Il m'est déjà arrivé d'entendre ça, puis le rhino il sort. Mais enfin là, il n'est pas sorti. Mais il faut toujours être aux aguets, écouter les bruits, essayer de percevoir les odeurs aussi. Parce que le rhino, quand il est pas loin de nous, on le sent. On sent son odeur.
je le vois, quand je le rencontre, enfin, au début, ça a toujours été une impression très forte. J'ai le cœur qui bat, on tremble un peu. Maintenant, je les ai vus assez souvent pour pouvoir être dans un état de calme. Donc c'est pour ça que j'arrive à les photographier sans m'affoler, quoi. Mais c'est toujours très fort, quoi, parce qu'on est devant un animal que personne ne voit d'habitude. Ujung Kulon reste le seul endroit où vivent les derniers rhinocéros de Java, incroyable animal échappé de la préhistoire. Partout ailleurs en Asie, ils ont été tués pour leurs cornes. Chaque rencontre est donc une victoire. Grâce à ces photos, Alain contribue à la protection des derniers rois de la forêt de Java, le rhinocéros des îles de la Sonde. Ce soir, Saridja remercie les esprits de la forêt. Il prie aussi pour pouvoir vivre encore longtemps ce face-à-face avec la nature. Quand je vois les rhinos, j'ai l'impression de faire partie de leur famille. Depuis toujours, j'aime les observer. Avant, je n'avais personne avec qui partager cela. Et puis, j'ai rencontré Alain. Et il était aussi passionné que moi. J'ai pris beaucoup de plaisir à les observer avec lui. On a la même passion. On est comme un vieux couple, tous les deux. Je fais toujours appel à lui, quoi, parce que j'aime bien l'avoir avec moi. Et je pense que il m'a beaucoup aidé, donc je ne l'oublie pas. Donc, ouais, il fait partie de ma vie un peu, parce que les rhinos représentent une réussite pour moi, parce que j'ai réussi à les photographier. Et c'est un peu grâce à lui, donc on a réussi à l'approcher de très près, et puis il est parti tranquillement. C'est ça qui est beau.